22h. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. 32 véhicules aux agences DDG, c'est un geste du gouvernement guinéen qui vise à faciliter la mobilité des agents dans les opérations de dépannage et surtout amélioration de la desserte d'électricité. Vous aurez les détails dans un court instant. 2 tonnes de produits pharmaceutiques périmés rendus aux services compétents ont été incinérés à la baie. Il s'agit des produits invendus frappés de péremption retirés volontairement des rayons des pharmacies régulières de la ville de la baie. Une primaire dans cette région que des produits médicaux soient incinérés. C'est tout pour les titres du développement. C'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Nous vous ouvrons ce journal par cette information. Désormais, la gestion des centrales thermiques de Kaloum 1, 2 équipées revient exclusivement à EDG. La cérémonie de passation entre l'électricité de Guinée et Awon s'est déroulée ce vendredi. Du coup, le gouvernement offre 32 véhicules aux agences d'EDG pour faciliter la mobilité des agents dans les opérations de dépannage et surtout améliorer la desserte. Alcini Barry commente les images d'Aboubacar Din Kamara. Suivez. Désormais, ce n'est plus Awon qui exploite et maintient les centrales thermiques de Kaloum 1, 2 équipées. La gestion de ces centrales aux puissances 24, 26 et 50 MW revient à l'EDG. L'objectif pour la Société Électricité de Guinée est de dynamiser et optimiser la politique énergétique et maximiser la capacité de production afin d'assurer une meilleure desserte. Au terme de ces conventions, je vous signale que ces équipements et installations viennent enrichir le patrimoine de l'EDG et qui, dans sa politique de réduire la subvention de l'État guinéen, s'engage à reprendre le relais de l'exploitation des dites centrales conformément à notre plan stratégique, qui est axé sur la réduction de la subvention, la sécurisation de nos recettes, le renforcement des capacités et l'engagement des parties prenantes. À cela s'ajoutent bien d'autres atouts. Ce transfert de gestion de ces centrales permettra une réduction des frais fixes d'environ 32 millions de dollars, à la clé l'emploi d'une soixantaine d'employés, de personnes qui seront formées, outillées pour assurer l'exploitation des centrales de cette envergure. Tout ceci démontre notre engagement à redresser cette entreprise. Le gouvernement a également offert 32 véhicules aux agences DDG, une manière de faciliter la mobilité des agents sur le terrain dans le cadre de la résolution des pannes. Cependant, Kassori Fofana ne compte pas se limiter là. Au nom du président, que nous continuerons à déployer les moyens nécessaires avec l'appui des partenaires au développement pour l'amélioration des conditions de vie et pour la compétitivité de nos entreprises. Je vous rassure, et vous le constatez également, que cela passera par une nouvelle forme de gouvernance, car fini les anciennes pratiques qui ont longtemps entravé le développement de ce secteur. Le gouvernement a fait de l'énergie sa priorité, avec de lourds investissements marqués par des chantiers de soins petits, qualité, la rationalisation des dépenses, la diversification des modes de paiement, ainsi que l'amélioration des conditions de travail des employés. Vous avez peut-être suivi dans nos précédentes éditions d'information le sitting des travailleuses de l'usine d'Acajou devant la présidence pour la réouverture de l'usine fermée depuis, tenez-vous bien, 2018. Le directeur juridique de UBA donne sa version des faits. Pour lui, la banque ne se reproche de rien. Il s'est confié à Guina Bangora et Aboubacar Bangora. Suivez. Sur ces lieux, il est impossible de filmer l'intérieur de cette usine d'acajou sise à Kaybeleng. Le vigile qui est censé nous introduire dans la cour est empêché par des inconnus qui ont hermétiquement fermé l'entrée. Cela est intervenu après le sit-in des travailleuses de l'usine devant la présidence où elles réclamaient la réouverture de l'entreprise. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à la banque UBA. Ici, on nous apprend que cette usine qui était sous la commande de la société ICRH
a été récupéré par la banque suite au non-respect d'engagement du prêt que la banque leur a accordé. À la date du 16 mars 2018, le tribunal de première instance de Conakry 2 a, par jugement numéro 04, condamné la société ICH. Cette décision a été confirmée par la deuxième chambre civile, économique et administrative de la Cour d'appel de Conakry par l'arrêt numéro 309 du 19 juin 2018. En exécution du dit arrêt, la banque UBA a saisi l'usine qui a été donc mise en vente aux enchères publiques avec un respect de la procédure requise en la matière, précise le directeur juridique. Faute d'enchérisseur, l'usine est revenue à la banque avec le respect de toutes les formalités requises. Ces manifestantes ne remettent pas en question le droit de la propriété de UBA Guinée. Elles souhaitent simplement une entente. Pour ce fait, la banque serait à pied d'œuvre pour donner une suite favorable aux employés. C'est faire comprendre à l'opinion nationale qu'il n'est pas de notre intérêt de voir cette usine-là fermée. Mais comme nous ne pouvons pas aussi brader l'usine, il nous faut trouver des acquéreurs sérieux, que nous sommes en train de nous battre pour que cette usine-là puisse ouvrir le plus tôt possible. United Bank for Africa UBA est une institution financière panafricaine de premier plan. Elle offre des services bancaires à plus de 21 millions de clients répartis dans plus de 1000 bureaux commerciaux et points de contact dans 20 pays africains. Elle se dit soucieuse de la pérennisation de cette usine. Pour clore cette affaire, elle recherche un preneur qui maîtrise bien le domaine de transformation des noix d'acazou afin de satisfaire l'ensemble des travailleurs. Comment instaurer un dialogue constructif et réclamer les droits syndicaux sans causer de préjudice? La thématique ainsi que d'autres sont au centre d'une session de formation de 2 jours à Conakry. Cette initiative de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation de Guinée concerne les syndicalistes du système éducatif. Justin Leno, Mohamed Alousini Camara pour les détails. Un syndicaliste mal formé, et il ne sait pas ce que c'est qu'une revendication, il ne connaît pas son droit, son devoir, il ne connaît pas quelle est l'importance, n'est-ce pas, du dialogue social. Alors ici, il devient un syndicaliste très dangereux. Cet atelier de renforcement des capacités concerne des leaders syndicaux de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation de Guinée. Ils sont outillés sur le dialogue social inclusif dans la zone de Conakry. Les thématiques, c'est d'abord droit et devoir de l'enseignant, notion de coopérative, ensuite l'étude du statut particulier des personnes de l'éducation, et conflits et négociations, et le dialogue social. On ne peut pas se lever un beau matin dire qu'on est syndicaliste. Il faut revendiquer. Tu ne connais pas la procédure, comment revendiquer et aller sur le terrain, sur la rue, dire que je manifeste, je suis en grève, donc il faut que je gagne des meilleures conditions de vie et de travail. Ce n'est pas comme ça. Autre objectif de cette formation pour les participants est de savoir défendre leurs droits et devoirs syndicaux et œuvrer pour le développement de l'école guinéenne. Un syndicaliste, c'est quelqu'un qui construit le pays. Un syndicaliste, c'est celui qui se sacrifie pour les travailleurs. Et pour ce travail énorme, il faut, n'est-ce pas, apprendre beaucoup de choses, les règles et les principes pour leur permettre, n'est-ce pas, de mener bien leur combat à la base, atteindre leurs objectifs sans difficulté. Après la zone de Conakry, la session va se poursuivre dans les villes de l'intérieur du pays, comme Boké et Kankan. Le président de la République a annoncé une éventuelle augmentation du prix du carburant. La nouvelle fait des inquiétudes au sein de la société civile guinéenne. Ses citoyens invitent d'ailleurs le gouvernement à agir pour l'intérêt de la population. Bernard Koundouno, Yacouba Traoré. Lors du séminaire gouvernemental, le chef de l'État a annoncé une éventuelle hausse du prix du carburant après le mois de Ramadan. Dans les rues de Conakry, les citoyens expriment leur inquiétude face à ce phénomène. La situation ne laisse pas indifférente l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Vraiment, c'est avec une grande inquiétude que nous avons suivi cela. Vous savez, actuellement dans notre pays,
Nous sommes devant une augmentation et un contrôle des prix et aussi il y a la crise sanitaire. Donc si on ajoute une augmentation du prix du carburant là-dedans, encore ça va rendre, les gens seront dans une pauvreté extrême. À l'international, le prix du baril du pétrole se négocie à 68,50 $. Ce citoyen invite le gouvernement au respect du principe de flexibilité, tant annoncé mais jamais appliqué. Ce qu'il faut déplorer dans notre pays, quand le prix du baril baisse à l'international, on n'arrive pas à baisser sensiblement le prix du carburant chez nous. Et quand ça augmente, les gens sont dans l'obligation d'augmenter. Donc il faudrait que le président essaye de mettre tout en œuvre pour appliquer le principe de flexibilité du prix du carburant. Quand ça baisse, que ça baisse sensiblement. Quand ça augmente, qu'on assiste à une augmentation. Au sein de la société civile, l'on se souvient encore du combat mené auprès du gouvernement pour réduire le prix du carburant après la chute du prix du baril à l'international. Deuxième aspect de cette inquiétude, les conséquences économiques que les citoyens subissent avec la pandémie du Covid-19 et aussi la réapparition du virus Ebola en Guinée. Nous, en tant que société civile, nous insistons et nous souhaitons que ça se limite uniquement à ces rumeurs-là. Parce que si le carburant augmente, ça va avoir des répercussions sur le marché, donc sur le plan économique tout comme sur le plan social. Parce que les marchandises, les transports vont certainement augmenter. Au président de la République, cet acteur de la société civile interpelle. Il a été élu par le peuple qu'il accepte de travailler conformément à ça, de penser à la souffrance de la population, de maintenir le prix du carburant. Si on ne peut pas du tout, même réduire le prix du carburant, au moins qu'on maintienne le prix là où il est. Ces citoyens invitent le gouvernement à penser à la souffrance des Guinéens avant de se prononcer sur une augmentation du prix du carburant. Le programme Grand Marché de Conakry Vision 2040 du professeur Alpha Condé suit son cours normal. Des magasins, des commerces se trouvant sur les domaines de l'État sont en cours de démolition. Pourtant, des larmes coulent après le passage, il faut le dire, des bulldozers. C'est le cas de ces femmes inquiètes et surtout sans espoir. Reportage donc signé Guénen Bimba Koulibaly, Ibrahim Assouma. L'opération de déguerpissement des emprises des voiries publiques dans la capitale guinéenne se poursuit. Au kilomètre 36, des boutiques, magasins, kiosques et tables sont démolis par ce bulldozer. Le directeur préfectoral de l'urbanisme de Koya se dit déterminé à appliquer la volonté de sa hiérarchie. Et nous qui sommes les commis de l'État, nous sommes tenus obligés de faire strictement les instructions données par l'autorité centrale. Nous pensions que cette belle initiative de notre vaillant président, il faudrait que nous l'accompagnions pour cette noble mission. Ce cadre de l'habitat de Koya précise que cette opération vise à fluidifier la circulation routière et rendre la ville attrayante. Nous sommes là à 19h maintenant, là, comme vous le constatez derrière moi, la machine en action pour débarrasser de ces tas d'immondices qui constituent aujourd'hui un véritable embouteillage au kilomètre 36. Mais avec l'appui et l'aide des autorités locales, nous sommes parvenus à bout point pour débarrasser ces artères principales de ces tas d'immondices. Ces vendeuses qui prenaient d'assaut ces lieux à la recherche du quotidien expriment leur inquiétude. Elles se demandent où exposer leur commerce. Nous demandons au président de nous laisser à cet endroit. Nous allons donner la route aux véhicules. Mais si on nous dit de quitter complètement, on ne sait pas où aller. Depuis qu'ils ont commencé ce déguerpissement, on n'a plus de place. Nos marchandises sont stockées à la maison. Donc nous demandons au président d'avoir pitié de nous laisser chercher nos dépenses pour nourrir nos enfants. Ces lieux récupérés par l'État devraient être aménagés en parking ou en espace d'utilité publique. Je vous le disais dans les titres, 2 tonnes de produits pharmaceutiques périmés rendus aux services compétents ont été incinérés à la baie. Il s'agit des produits invendus frappés de péremption, retirés volontairement des rayons des pharmacies régulières de la ville. Une première d'ailleurs à la baie que des produits médicaux soient incinérés. Les pharmaciens agréés mettent cet acte au compte de la lutte contre la vente illicite des produits médicaux. Il faut sur cet élément depuis la baie. Ces médicaments périmés et incinérés sont estimés à plus de 2 tonnes. Cette quantité a été accumulée et stockée
pendant des années par le collectif des pharmaciens de l'Abbé avant de les déclarer au service normes et qualité. Ces produits pharmaceutiques périmés qu'ils ont stockés au sein de leurs différents magasins, au sein de leurs différentes pharmacies durant quelques années. Je crois qu'ils ont été assez responsables, sans quoi il y a d'autres qui pouvaient essayer de faire écouler ces produits-là au détriment de la santé des citoyens. La lutte contre le commerce illicite des médicaments reste un combat de tous les jours, mais le contrôle du marché des produits pharmaceutiques échappe aux professionnels du secteur, ce qui les met à rude épreuve sur le terrain. Nous avons entre 30 et 40% de la part du marché du médicament, alors que nous avons normalement l'exclusivité du médicament. Et vous conviendrez avec moi qu'aucun autre, quel que soit son titre, ne peut nous remplacer dans la gestion du médicament. Nous savons que le médicament est un poison. Il a un cycle de vie. Il a un cycle de vie entre 3 et 5 ans, selon le produit. Et il est suivi chez nous. Il y en a qui sont retirés, qui sont éliminés et qu'on ne vend plus. Ceux qui sont périmés, on les met de côté. Ce qui n'est pas le cas chez tout le monde. La gestion du médicament ne devrait pas être une gestion comme un produit comme les autres. Présent à l'incinération, l'autorité régionale rassure les pharmaciens de son appui afin de sauver les populations du désastre lié aux produits contrefaits et périmés. Pour dénicher ces pharmaciens illégaux qui sont dans les marchés ou autres endroits et qui sont ceux-là qui vendent ces produits à cette population innocente. Qu'ils soient rassurés de notre appui et qu'ils soient rassurés que toutes les forces de sécurité de la région sont à leur disposition. Les pharmaciens ont toujours dénoncé l'exercice de leur métier par des non-professionnels qui sont soutenus par des puissants tapis à l'ombre, un obstacle qui freine l'aboutissement de la lutte. Des étudiants de l'université de Kindia mènent une vie assez pénible. Il suffit de passer du temps avec eux pour s'en rendre compte. À ceux qui n'ont aucun parent dans cette ville des agrumes n'ont pas le choix que de mettre de côté les cours parfois pour chercher à survivre. Malik Sanyana Kamara et Mohamed Alousseni Kamara nous signent ce reportage. Chaque année, l'université de Kindia accueille des centaines d'étudiants après l'orientation des bacheliers. Ces étudiants viennent de différentes villes et régions du pays à la quête du savoir. Orientés sur la base des notes obtenues ou du choix effectué, beaucoup parmi eux n'ont pas de parents ici qui peuvent les aider à surmonter certaines difficultés. Depuis la suppression du campus dans les universités guinéennes, les étudiants de Foulaya, comme ailleurs dans le pays, sont obligés de se trouver des logements privés dans les quartiers. Il n'y a pas de doctorat, il n'y a pas de bus. On doit payer le logement. Moi, par exemple, je paye mon loyer à 150 000 francs. Voyons, imaginons que maintenant, la personne réellement qui n'a rien, dont la famille, il faut aller travailler durement le matin pour venir manger le soir. Donc, la personne ne peut pas étudier. Aux alentours de l'université de Kindia, des habitations de quelques étudiants. Pour s'enquérir de leur quotidien, nous effectuons une visite inopinée dans la cité Samilia. Ici sont logés des étudiants dont les parents ont des revenus, leur permettant de payer la chambre à coucher à 100 ou 150 000 francs guinéens. Des amis de promotion s'associent pour se partager des dépenses mensuelles. Entre eux, c'est toute une organisation. Avec ces groupes d'étudiants, la cuisine se fait à tour de rôle. Le cuisinier du jour a l'obligation d'être un véritable cordon bleu pour faire bien manger ses amis. C'est la vie estudiantine à Kindia. Racontant beaucoup de quotidiens de difficultés ici à Kindia. Pas seulement moi, mais seulement avec mes collègues. On partage tout ensemble ici et à la souffrance aussi. Et nous demandons l'État de venir secourir et aide pour nous. La faim, elle fait partie du quotidien de ces étudiants de Foulaya, surtout pour ceux qui ne vivent pas avec leurs parents ou au moins un tuteur.
un véritable parcours de combattant. C'est un appel qui est lancé par les autorités sanitaires du pays aux personnes guéries de Covid. À ce jour, plusieurs patients du virus seraient dans des salles de réanimation dans les différents centres de traitement épidémiologique du pays. Pour sauver des vies, le directeur du centre de traitement épidémiologique de Bessia invite les guéris de Covid pour une transfusion de sang aux patients qui en ont besoin. Suivez cette invite dans cet élément. Les patients qui guérissent, qui sortent des centres de traitement, 2 semaines après leur guérison, il a été noté qu'il y a une augmentation, une fabrication importante des anticorps en leur sein. Donc, que ces personnes acceptent de venir faire un don de sang. À partir de ce don de sang, on va faire une plasmaphéreuse, c'est-à-dire le liquide qui est dans le sang, là, on va retirer ce liquide pour venir transfuser les patients qui sont couchés en réanimation qui en ont besoin. Parce qu'ils sont en réanimation, l'organisme est faible. Donc l'apport de ces anticorps va leur permettre vraiment de guérir rapidement et ça va nous permettre de diminuer le taux de décès en République de Guinée. C'est une politique que nous avons entamée, ça fait très longtemps, mais vous savez, c'est volontaire. Donc nous les plaidons. Nous avons entamé une politique à l'intérieur déjà, où nous enregistrons des patients qui acceptent, après leur sortie, de venir donner leur don de sang. Mais nous avons constaté qu'après leur sortie, lorsqu'on les appelle, ces personnes ne reviennent plus. C'est pour sauver des vies humaines. C'est juste une petite quantité de sang, 100 ml. On prend le plasma et on transfuse après un test de compatibilité, bien sûr. Après avoir analysé tous les éléments qu'il faut pour montrer que oui, le sang est bon, le plasma est bon, on peut transfuser le plasma à ces patients. Et on a eu beaucoup de cas où vraiment beaucoup de patients sont sortis guéris par rapport à cette transfusion de plasma. Puisqu'on parle de Covid, lutte contre cette pandémie, la compagnie guinéenne Alumina Corporation GAC a procédé ce mardi à une remise d'un important lot d'équipements sanitaires au CTP de Boké. La cérémonie s'est déroulée dans la cour de l'hôpital régional en présence des autorités sanitaires et locales ainsi que des donateurs fortement mobilisés pour la cause. Reportage Omar Sori Kamara, Aïssatou Kesso Diallo et Salifou Lifou Sissé. Ces dons est composé de 2 respirateurs et accessoires, les masques de protection des malades du coronavirus. Pour les donateurs, l'objectif est de faciliter la prise en charge et l'évacuation des personnes atteintes du Covid-19 avec une complication respiratoire. Dans le cadre de la vaccination nationale contre le Covid, comme vous l'avez si bien dit, il ne s'agit pas de vacciner simplement les employés des secteurs miniers, mais c'est de voir comment est-ce qu'on va vacciner toute la population minière et toute la population de la Guinée. Donc les efforts vont continuer et j'espère simplement que les choses iront vite, que nous pouvons avoir accès à beaucoup plus de vaccins et surtout aussi que les autorités puissent renforcer les mesures barrières sanitaires afin que finalement cette pandémie quitte définitivement la zone de Boké et la République de Guinée. Pour la directrice préfectorale de la santé de Boké, ces dons de la compagnie Guinée Alumina Corporation GAC va permettre au personnel soignant de faciliter l'évacuation des malades du coronavirus et d'autres pathologies liées à la respiration. En lui donnant une bonne référence et à temps, tu as participé à sa guérison à près de 60%. Alors, vouloir transporter un malade à Conakry sans l'aider à respirer, il peut au bout de la route développer un syndrome de détresse respiratoire. Ce malade peut ne pas arriver à Conakry. Donc cet appui, que ce soit pour Corona, que ce soit chez les cas obstétricaux, que ce soit sur tous les malades, des malades accidentés, ça va nous aider davantage. Merci à GAC. Satisfait de ces gestes, le préfet de Boké a dans son discours de circonstances remercié les donateurs et exhorte à la direction du GAC à pérenniser la formation des agents du CTP de Boké à la manipulation de ces outils. GAC est la société des sociétés par rapport aux sociétés, à raison de son importance pour notre préfecture, à raison de son importance pour la santé publique. D'autres préfectures ont besoin de ça. Si Boké a eu la chance d'avoir ça, c'est de l'entretenir. Tout à l'heure, le docteur de GAC venait de parler de formation. Nous avons besoin de formateurs. Il faut qu'on vous le dise. Il faut que les gens soient formés pour l'utilisation de ça. Même s'il sort de Sorbonne avec tout son diplôme, mais vous,
qui étaient beaucoup plus initiés, je crois qu'il faut les apprendre. Il faut les réformer. Cette énième cérémonie de la compagnie Guinée-Almina Corporation pour la lutte contre le coronavirus dans la région de Boké a pris fin par la signature des documents administratifs. Cérémonie de remise des motos tricycles dans la préfecture de Bofa. C'est un geste de l'honorable député Zénab Kamara qui vise à accompagner les jeunes dans la création d'emplois afin d'être autonomes. Elle mobilise les autorités préfectorales, communales, éducatives, religieuses, les acteurs politiques, les forces de défense ainsi que les femmes. L'événement s'est déroulé à la préfecture de Bofa. Suivez. Elles sont au total 10 mototricycles répartis aux 2 communes, notamment la commune urbaine de Bofa et la commune rurale de Tounifili. Objectif, pousser les jeunes à s'adapter à de nouvelles formes de travail afin d'être économiquement indépendants pour subvenir aux besoins de leur famille. La mise à disposition de ces engins, c'est pour contribuer à la création d'emplois au niveau de notre préfecture et aider les jeunes à être autonomes, à ne pas seulement compter sur les mines, mais pour diversifier les opportunités d'emploi dans notre préfecture. Et c'est en ce sens que nous sommes rapprochés des partenaires pour nous aider à avoir des moyens de transport pour les jeunes qui sont là, qui sont au chômage, mais qui ont la volonté de travailler. Donc c'est dans ce sens que nous avons pu obtenir 10 tricycles donc, pour la commune urbaine et la commune de Tounifili pour nos jeunes. Ces engins roulants doivent contribuer à réduire le taux de chômage dans ces villes ciblées par la députée. C'est pourquoi le préfet de Bofa se dit satisfait de cette action qui éventuellement va servir de moteur de développement. Nous sommes très fiers, quels que soient les critères de remboursement aujourd'hui, ça ne va pas gêner la population, la jeunesse de Bofa. Parce que ce genre de remboursement, c'est un don. On met cette garantie à côté juste pour que ce montant soit un fonds de roulement pour toute la jeunesse de Bofa. Ravi du geste, le maire de la sous-préfecture de Tounifili estime que ces moyens de déplacement seront bénéfiques pour sa communauté. Les sentiments que nous avons sont des sentiments de fierté et surtout de satisfaction totale par rapport à l'acquisition de ces biens qui vont être de la plus-value pour notre population, en l'occurrence la jeunesse et les femmes qui ont tant besoin pour réaliser leurs souhaits en termes de déplacement et autres. Selon le représentant de la jeunesse, ce n'est pas une première fois que l'honorable député s'investit pour le développement de la préfecture. Toutefois, il s'engage pour la bonne gestion des engins. Aujourd'hui, c'est une immense joie pour nous ici de recevoir ce don de la part de l'honorable député Inominal de Bofa. Et ce n'est pas son premier geste ici pour les jeunes, parce que nous le savons pertinemment, le problème fondamental ici des jeunes de Bofa, c'est le problème de l'employabilité. Et Dieu a fait qu'elle a eu l'idée ici à penser à ce problème, donc nous on pourra que l'accompagner dans ce sens. Cette cérémonie de remise des clés aux différentes communes s'est terminée par des prières pour l'épanouissement de la dite préfecture. Guy Sport, équipementier sportif guinéen, a été présenté jeudi au ministre des Sports Sanusi Bantamasso. En marge de cette audience, les responsables de Guy Sport ont saisi l'occasion pour citer les réalisations de l'équipementier avant de parler de leur ambition pour les années à venir. Mohamed Valektoré, Aboubakar Din Kamara. Créé en 2015 en France, Guy Sport est un équipementier sportif lancé en Guinée en 2017. Depuis, il est devenu une marque guinéenne qui travaille déjà avec plusieurs fédérations sportives de la Guinée, dont celle du basketball, de la natation et du handball. Nos ambitions aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je le répète encore, je dis c'est de dynamiser, si vous voulez, en d'autres termes, c'est de dynamiser le sport à la base et de pouvoir habiller tous les jeunes Guinéens qui aspirent faire le sport et avec un coût à la mesure de leurs possibilités. L'équipementier a déjà offert 6 jeux de maillot au U17 de la Guinée lors de la Coupe du Monde jouée en Inde du 6 au 28 octobre 2017. La Ligue amateur a également bénéficié d'un don de Guy Sport avec un lot de 2 jeux de maillot offerts à 17 clubs. Contre vous discutez et vous les expliquez ce que vous êtes en train de faire parce qu'ils sont plus proches de nous. Donc vous aidez à vendre en Guinée
dans votre offensive sur le plan international. Chaque fois que nous aurons l'occasion de rencontrer les autres pays, nous n'hésiterons pas de parler de Guy Sport. En plus de sa collaboration avec la Fédération guinéenne de football, Guy Sport est depuis 3 ans le fournisseur officiel de la Ligue guinéenne de football professionnel. Nous accompagnons toutes les catégories inférieures de la Fédération guinéenne de football et l'équipe nationale féminine. Si vous avez vu le CHAN qui vient de se dérouler au Cameroun tout à l'heure, les éliminatoires du CHAN, c'est nous qui avons habillé l'équipe nationale locale pendant tout le processus. Et puis, on a également habillé l'équipe nationale féminine qui a joué un tournoi en Sierra Leone. Avant la fin de cette présentation des équipements sportifs, les responsables de Guy Sport ont fait savoir qu'ils envisagent l'implantation d'une unité de production des équipements sportifs en Guinée. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout, restez avec Espace TV, car le mieux reste à venir. Au revoir et bonne nuit à tous.